Ça y est, on est en direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue pour ce second live du talk show de Steph. Je suis très, très heureuse de vous accueillir ce mercredi avec nos invités du jour à qui je vais donner la parole dans quelques minutes. Juste le temps pour moi qu'on puisse retranscrire de l'autre côté et qu'on voit si tout est OK. J'espère que vous allez bien, que vous avez préparé vos petites questions pour nos invités du jour. Voilà, Florence et Vincent, à qui je remercie du fond du cœur d'être parmi nous. C'est nous, hein, merci. Merci à vous d'être parmi nous. Alors, Christelle, si tu es de l'autre côté, que tu nous entends, est-ce que s'il te plaît, tu peux nous dire si tout est OK? Je vais regarder de l'autre côté quand même si tout va bien, si on est bien en direct sur la page du Wedding Club. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je vais juste allumer la vidéo de l'autre côté pour voir vos petites questions. Et le temps que les personnes se connectent, pour ceux qui sont déjà en ligne, je vais vous demander en fait, est-ce que vous savez ce que c'est que la cérémonie laïque? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre vos petites réponses dans le chat en attendant que d'autres personnes se connectent pour qu'on puisse, voilà, on puisse préparer tout ça de l'autre côté. Hop, hop, hop. Toujours les aléas du direct, hein. Un petit retard du côté du live. Merci Hop. Christelle. Elle est là déjà? Super. Ouais, ça commence à monter. Merci, merci. On va passer une petite demi-heure ensemble avec nos invités du jour qui vont nous parler de la cérémonie laïque. Donc, j'espère que vous avez préparé vos questions en amont. Vous avez fait une petite vidéo cette semaine à ce sujet. Donc, voilà, j'espère que tout va aller de l'autre côté. Alors, j'essaie juste d'ouvrir le live en même temps sur mon PC. Est-ce que de votre côté, vous arrivez à voir si les personnes sont connectées? Alors, bonjour Tiffaine. On a Tiffaine qui est là. Bonjour, bienvenue aux futurs mariés. Bienvenue aussi aux prestataires, parce qu'on n'a pas que des futurs mariés qui nous suivent, hein, Vincent et Florence. On a aussi pas mal de prestataires qui viennent et qui nous suivent pendant nos lives et qui posent des questions. Beaucoup de personnes qui démarrent aussi. On a eu beaucoup de personnes pendant les lives qui démarraient et qui nous posaient pas mal de questions par rapport à leur future profession. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Il ne veut pas m'ouvrir le live sur le Wedding Club. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vous en prie, je suis ravie de vous avoir avec nous. Alors, voilà, vous avez vu les messages de Christelle? Oui, ça fait plaisir, c'est partagé. Exactement, tout à fait. Alors, je vous rappelle un petit peu les principes de ces lives pour ceux qui n'ont pas suivi le premier. Donc, moi, je suis Stéphanie Fonseca, organisatrice et décoratrice de mariage dans le 74. Et donc, j'anime le talk show de Steph pour le Wedding Club. Et on a commencé donc le mois dernier avec un photographe, JD Bassio, qui est du côté de Pau, si je ne me trompe pas. Je le remercie encore d'avoir été parmi nous. On avait passé 3 quarts d'heure ensemble en live. C'était vraiment, vraiment génial. Et donc, tous les deuxièmes mercredis du mois, donc j'anime un live en direct sur Facebook avec un professionnel de l'événementiel à qui vous pouvez poser toutes vos questions en direct. Et puis, pour le 4e mercredi du mois, donc je me rends en amont chez un prestataire que je filme sur son lieu de travail. Je lui pose toutes les questions que vous pouvez vous poser en tant que futur marié. Et donc, je vous retranscris cette vidéo le 4e mercredi du mois, toujours sur la fanpage du Wedding Club. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vois que de l'autre côté, ça passe. Bonjour Lilo, bonjour, bonjour. On a Lilo qui est avec nous. Bonjour Christelle, bonjour Tiffaine. Hop. Salut Orly. Vous connaissez, c'est ça? Certaines. On reconnaît le pseudo. C'est ça, c'est ça. Hop. Je remercie aussi Christelle Sabat, qui est la directrice du Wedding Club, qui nous permet de faire ces lives sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Voilà. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Vincent et Florence, juste encore un peu de patience. Bonjour à vous qui êtes là. Je n'ai pas encore eu vos réponses. Hein. Dites-nous si vous savez ce que c'est que la cérémonie laïque. N'hésitez pas à nous mettre vos messages dans les commentaires ci-dessous. Et on va voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas, si vous êtes renseigné un petit peu avant de venir à ce live. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de toute façon. Donc, il y a Anna qui est avec nous. Bonjour Anna. Anna, c'est la styliste haute couture que j'ai interviewée le mois dernier, qui est parmi nous. Bonjour Anna, bienvenue parmi nous. On est très content de vous avoir avec nous. Alors, du coup, je vais vous donner la parole, Vincent et Florence. Alors, je vous rappelle que c'est donc Florence et Vincent de Cérémonie de rêve by Flovino. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez, comment ça se passe pour vous actuellement? Ok, bah écoute, alors comment ça se passe actuellement, c'est un peu compliqué comme pour tout le monde, je pense, hein, en fonction de… on est tous impatients de vraiment démarrer notre saison de mariage, puisque là, on a eu à peu près
la moitié de nos mariages qui se sont décalés, soit sur la fin de l'année, soit sur l'année suivante. Donc, mais voilà, c'est pas, ça fait partie. Enfin, voilà, on est tous dans le même bateau et on est plein d'espoir sur le redémarrage. On pense que les personnes qui, de toute façon, ont envie de se marier, ils vont quand même se marier. Ils vont pas juste annuler parce qu'il y a eu un épisode, une pandémie ou autre. Ça va décaler les choses. Donc ça va, ça va. C'est ça, exactement. C'est vrai que la plupart du temps, les gens reportent plutôt qu'annuler. Et donc, tant mieux pour nous. C'est vrai que, bon, après, c'est triste pour tout le monde, mais il vaut mieux que la fête se passe dans de meilleures conditions pour tout le monde. Voilà, plutôt que l'inverse. Et du coup, est-ce que vous... Oui, pardon, Florence. Non, je t'en prie, ça leur permet d'avoir un peu plus de temps pour préparer les derniers détails qu'ils n'auraient peut-être pas eu le temps de faire. Donc là, voilà, ils ont 2, 3 ou 4 mois de plus, ou 6 mois pour ceux qui se marient en 2021. Donc voilà, il faut toujours tirer les avantages des situations qu'on rencontre. Et là, ils gagnent du temps. Donc c'est bien aussi. Voilà. Alors, c'est drôle ce que vous me dites parce que j'ai un client qui m'a dit, qui devait se marier le 15 août, qui m'a dit, écoute Stéphanie, on reporte à l'année prochaine, comme ça on aura plus de budget pour notre déco. Je me suis dit, ah, ça c'est bien aussi. Je dis ça comme ça parce que souvent ça peut être l'inverse aussi. C'est du coup avec Non, on veut pas l'inverse. On veut les sous en plus. On veut qu'ils aient plus de budget pour leur événement. En tout cas, ce sera mieux pour eux parce que ça veut dire qu'ils pourront avoir un événement certainement plus beau. Et voilà, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire, c'est sûr. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre secteur d'activité exact? Qu'est-ce que vous faites exactement en fait? Ouais, on va peut-être expliquer, se présenter rapidement. Parce qu'effectivement, il y a Flovino, Cérémonie de rêve. Donc moi, je suis Vincent. Je suis le fondateur de l'agence Flovino que j'ai créée il y a 12 ans avec Florence, ici présente. Je suis également officiant de cérémonie laïque, sous l'enseigne Cérémonie de rêve by Flovino. Et j'ai également le rôle de responsable de branche officiant pour l'ASOCEM, qui est l'association des consultants en mariage. Et donc, je suis accompagné de Florence, qui est aussi mon épouse et directrice de l'agence, si tu veux te présenter un peu. Oui, alors voilà, on a créé Flovino, comme disait Vincent, il y a une douzaine d'années. Donc moi, je m'occupe avec mon équipe de la partie organisation de mariage. On organise des mariages en France et à l'étranger. Je suis également secrétaire générale de la SOCEM. Donc la SOCEM, c'est l'association des consultants en mariage, où on regroupe tous les wedding planners, les wedding designers et les wedding officiants. Je co-anime entre guillemets, enfin je co-gère avec Vincent les cérémonies laïques puisqu'on a une formule où on va à deux sur les organisations de cérémonies laïques. Où Vincent gère toute la partie écriture et puis prestation d'officiant. Et moi, je gère tout ce qui est coordination, tout ce qui vient autour de cette partie-là. Donc, interface avec la décoratrice, interface avec le disque jockey, interface avec, par exemple, les proches, les témoins, etc. D'accord. Donc, vous faites cérémonie laïque et toi, tu fais la partie planeur, Florence, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a de la partie déco dans ce que vous proposez aussi ou d'autres choses, animation? Dans la partie cérémonie de rêve, tu veux dire? Oui. Alors, on peut effectivement proposer aux futurs mariés qui le souhaitent de gérer pour eux la partie son, auquel cas on vient avec un sonorisateur lorsque c'est des musiques envoyées type MP3 et autres, mais on peut également les aider à trouver un gospel, une harpiste, un duo piano-voix, je sais pas, un violon, enfin tout type de morceaux live pour accompagner aussi la cérémonie laïque, puisque on en reparlera peut-être tout à l'heure, on aime beaucoup la musique et pour nous on va dire le live a aussi une vocation. La musique est vecteur d'émotion et c'est super important dans les cérémonies laïques qu'il y ait de la musique et notamment en live. Mais on y reviendra tout à l'heure peut-être. D'accord. Donc, quand on vient chez vous, on a finalement, on peut tout trouver. Le planner, la déco, l'officiant de cérémonie. C'est quand même pas mal complet, en fait, ce que vous proposez. On a pas mal de choses et puis on est une équipe aussi, donc on est plusieurs. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs sites internet. Il y a le site de l'agence qui est le site Flovino, et on a notre site cérémonie dont on parle ici qui est Cérémonie de rêve by Flovino. Et il y a également le site Noces de rêve by Flovino qui est plus du wedding planning mais sur la Côte d'Azur. Donc c'est encore autre chose.
D'accord, d'accord. Et du coup, ma question c'était, il y a beaucoup de gens en fait, Vincent, qui ne savent pas ce que c'est qu'une cérémonie laïque. Déjà, ça vient d'où et en quoi ça consiste en fait? Ok, bah oui, c'est une bonne question. Alors alors le concept à la base vient des États-Unis, un petit peu comme le wedding planning. Hein. D'ailleurs, Oui, cérémonie laïque, mais c'est pas forcément le bon terme, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Mais la notion de laïcité, je sais que beaucoup préfèrent parler de cérémonie d'engagement, de cérémonie oui. symbolique, Mhm. de cérémonie justement à l'américaine, en évoquant une cérémonie qui n'a finalement ni valeur légale, juridique, ni valeur religieuse. Donc, très communément, c'est vrai qu'on dit beaucoup la cérémonie laïque. Je dis que le concept vient des États-Unis parce qu'il y a ce côté cérémonie à l'américaine en extérieur. Mais c'est vraiment, je parle uniquement du concept parce qu'en fait, aux États-Unis, ils font beaucoup de cérémonies en extérieur, mais qui sont Oui, finalement des cérémonies religieuses parce que c'est ça. il y a beaucoup de, ils sont majoritairement protestants aux États-Unis. Et mais on va dire que la transcription de ce type de cérémonie en France Mhm. est c'est démocratisé sous le terme cérémonie laïque et ça signifie les cérémonies qui n'ont voilà ni valeur juridique ni valeur religieuse, mais qui sont très fortes en termes d'engagement pour un couple. Alors il y a plein de raisons, on va y revenir hein, pour faire les cérémonies laïques, mais souvent il peut y avoir des couples qui sont athées ou qui veulent faire un peu plus que la mairie. C'est vrai que la mairie c'est assez expéditif Oui, c'est et vrai. on veut vraiment avoir une cérémonie dans laquelle on peut exprimer ses sentiments et son amour avec son conjoint. C'est sympathique d'avoir ce type de cérémonie. Ce sont des cérémonies qui sont souvent en extérieur, quand il fait beau, Oui, et qui permettent aussi de gérer, enfin de faciliter, on va dire, le côté logistique, parce qu'il n'y a pas la logistique de transport, de se déplacer, les invités du lieu de culte vers le lieu de réception, parce que souvent ça se fait au niveau du lieu de réception. Et puis ce sont des cérémonies où on peut vraiment on n'a pas de contraintes en fait bien sur sûr. comment on les gère. Du coup, on peut les personnaliser et c'est ça. Par rapport aux cérémonies laïques, ce que j'aimerais rajouter sur ce qu'a dit Vincent, c'est que tout le monde peut faire une cérémonie laïque, c'est-à-dire, comme disait Vincent, ceux qui sont athées, qui n'ont pas de religion. Ça peut être aussi les couples mixtes qui malheureusement ne peuvent pas se marier dans leur église respective, quelle que soit leur religion. Ça peut être aussi un couple de divorcés qui peut être pour le coup croyant, mais qui ne peut pas se remarier à l'église. Ça peut être les couples gays Oui. également. Ah oui, Ça peut être, effectivement. en gros, je crois que j'ai fait le tour des Oui, oui, c'est principaux, il y en a ça. peut-être d'autres, mais voilà. Du coup, on a cette possibilité de pouvoir unir avec une cérémonie laïque tous ces couples-là qui veulent un peu plus que la mairie, qui est très formelle. En 20 minutes, c'est expédié, on a le texte de C'est loi, mais vrai. là, peu de place au sentiment. Oui. Grâce à ces cérémonies d'engagement, on a vraiment le temps de partage entre les mariés et leurs proches. D'accord. Et du coup, ça dure combien de temps une cérémonie laïque? Est-ce que c'est un peu comme l'église où c'est 1 heure et demie ou c'est beaucoup plus court? Alors c'est généralement plus court. En général, on est plutôt autour de 3 quarts d'heure, Mhm. 1 heure. Ça va dépendre. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Comme justement, on est sur un format qui est très libre, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre déjà de ce que souhaitent les mariés. Ça va dépendre de qui va intervenir, parce que faire intervenir des proches, des témoins. Ça va dépendre des moments musicaux aussi, des Oui. rituels qui sont mis en place. Donc tous ces critères-là peuvent faire varier une cérémonie de 30 minutes à 1h30, mais voilà, les cérémonies pour lesquelles j'officie, on est sur une moyenne qui est entre 45 minutes et 1 heure. Voilà. D'accord. Donc entre 45 minutes et 1 heure. Est-ce qu'on peut, Vincent et Florence, faire les deux? Est-ce qu'on peut faire l'église et la cérémonie laïque ou il faut choisir en fait entre les deux? Non, on peut tout faire. On a même eu un couple qui a fait une journée marathon, c'est-à-dire ils ont fait mairie, église et cérémonie laïque. Ah oui, effectivement, c'est juste là. C'est une exception. Hein, ça Voilà, reste ça c'est une exception, mais un couple qui voudrait, par exemple, soit qui est déjà marié civilement, soit qui se marie civilement un mois avant le mariage, et puis qui veut faire église plus cérémonie laïque, il peut. Maintenant, en général, on va dire dans 95% des cas même, c'est mairie et cérémonie laïque ou mairie et église. C'est rarement église et cérémonie laïque, ouais. Mais on peut le faire. Voilà. On peut le faire, ça existe. Comme c'est D'accord. simple, on peut faire ce qu'on veut. Mais effectivement, ça a plus de sens dans la majorité des cas, comme dit Florence, c'est juste la cérémonie laïque, sachant que dans la cérémonie laïque,
c'est pas parce qu'elle est non religieuse que il peut pas y avoir en tout cas de spiritualité ou de symbole ou de voilà. Après, chacun le gère comme il veut. À partir du moment où c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas religieux, rien n'empêche, par exemple, moi, il peut y avoir des personnes qui vont lire un texte qui vient d'un livre religieux, quelle que soit la religion. D'ailleurs, j'ai pas de problème avec ça. On est plutôt dans un esprit d'ouverture vis-à-vis des religions que de rejet de la religion. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que pour répondre aussi à la question tout à l'heure de qui fait une cérémonie laïque, en fait, on a aussi beaucoup de personnes qui sont croyants, alors croyants, on va dire, qui sont d'une religion, en tout cas, mais peut-être pas énormément pratiquants et qui peut-être ne se sentent pas complètement à l'aise avec eux-mêmes de venir peut-être dans une église ou un temple ou juste entre guillemets pour le jour du mariage, sachant qu'ils n'ont pas l'habitude d'y aller régulièrement. Et du coup, ils préfèrent finalement avoir un format comme celui-ci. D'accord, d'accord. Et du coup, quand je rebondis sur ce que tu as dit, Vincent, tout à l'heure. Est-ce que la cérémonie laïque se passe obligatoirement sur le lieu de réception ou on peut au contraire faire une cérémonie ailleurs que sur son lieu de réception? Bien sûr, alors on peut le faire ailleurs. C'est le lieu de réception a un côté pratique parce que, comme je disais, il n'y a pas ce déplacement des convives. Donc, traditionnellement, ce qu'on voit, c'est une fois que le couple s'est marié à la mairie, ou enfin, quand on fait le mariage civil, tout le monde se retrouve sur le lieu de réception qu'ils ont loué et derrière, il va y avoir, alors il peut y avoir bien sûr une séance photo entre deux, etc. Mais on va avoir typiquement une cérémonie laïque vers 17h, 18h. Ensuite, on va avoir le cocktail qui va directement être sur le même lieu et puis la soirée, enfin le dîner, la soirée, etc. sur place. Après, ça m'est arrivé de faire des cérémonies qui sont en dehors des lieux de réception, mais il y a une autre problématique, il faut aussi trouver le lieu. C'est ça. Voilà, et puis après, ça dépend de plein de choses aussi. Il faut que la commune accepte, parce que ma question, en fait, là où je veux en venir, c'est que quand j'étais à Tahiti il y a quelque temps, il y a un couple qui m'a dit qu'il voulait se marier sur une des plages, en fait, qu'ils adoraient. Mais c'était pas leur lieu, en fait, de réception finalement. Donc, ils voulaient se marier là-bas, faire la cérémonie laïque là-bas et se marier dans un lieu de réception. Il a fallu demander certaines autorisations à la mairie, donc je ne sais pas si c'est possible de le faire, par exemple, en France. Alors, voilà, c'est une vraie question. Effectivement, en France, tout le monde rêve aussi d'un mariage sur la plage, etc. C'est très compliqué. En général, il vaut mieux se rattacher à un domaine qui posséderait une plage ou qui a un côté privatif. Donc, typiquement, des restaurants de plage, etc., qui pourraient se permettre d'avoir un bout de plage. Après, ça va dépendre des pays. Nous, moi, j'ai fait des cérémonies en Crète, donc, et en Grèce, des endroits où on peut faire la cérémonie sur la plage, même en pleine période touristique, en connaissant bien, on arrive à trouver des petits endroits reculés où il y a un peu sauvage, où il n'y a pas à côté toutes les personnes avec leurs serviettes. Mais ça dépend beaucoup des pays. En France, c'est compliqué, mais c'est faisable. Et comme je dis, il vaut mieux du coup être attaché à un domaine qui possède la plage. Oui, c'est quand même mieux. C'est quand même plus pratique, je dirais, même si, bon, après, si on veut une plage, voilà. C'est-à-dire qu'en théorie, il faut faire, si on veut faire un événement avec un certain nombre de personnes, je crois que c'est plus de 20 sur un domaine public, il faut demander des autorisations en mairie, à la police, etc. C'est compliqué, c'est long. Donc, tout de suite. Oui. Voilà. Effectivement. Les mariés préfèrent aller dans des domaines qui ont des plages privatives. Bien sûr, en plus, on a des lieux de réception, il y a des endroits, enfin, c'est magnifique, il y a des lieux magnifiques avec des bouts de forêt, enfin, vraiment, on peut tout faire, quoi. Donc, il y a des endroits atypiques, il y a des endroits vraiment atypiques. On va regarder un petit peu les questions de l'autre côté. Je vois qu'on en a eu quelques-unes déjà. Alors, c'est une cérémonie hors église, lieu et religieux. Alors, j'ai pas trop compris. Tiffany, bonjour. Est-ce que vous pouvez reposer votre question? Alors, c'est une cérémonie hors église et lieu religieux. J'ai pas trop saisi la question. Bon, bah, tant pis, je vais lui demander à la future mariée de nous reposer la question. Bonjour Julienne, bonjour. Alors Julienne est une wedding planner du côté du Cameroun. C'est ce que je vous disais hier. Voilà, on a des prestataires comme nous qui nous suivent de partout dans le monde. Bienvenue Julienne, je ne sais pas quelle heure il est au Cameroun, mais merci de ta fidélité. Elle est très très souvent présente. Bonjour Emeline, bonjour Françoise. Alors, il y a Tiffany qui nous demande, est-ce que les mariés signent un contrat avec vous? Alors, bien sûr, à partir du moment où on est professionnel, on délivre une prestation et du coup, il y a un contrat avec des CGV. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, bah super. J'espère qu'on a répondu. Pardon, Vincent. Non, mais je disais, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que officiant, ça fait partie c'est un métier qui est assez récent.
un petit peu comme le métier de wedding planner. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans le cadre de l'ASSOCEM, on s'est rattaché à cette association et on œuvre dans cette association pour reconnaître en fait le métier, et partager des bonnes pratiques entre confrères, consoeurs. Et donc, ça passe par avoir une structure juridique, être capable de facturer, faire des contrats, etc. Parce que c'est un vrai métier. Voilà. Et du coup, ça existe en France depuis combien de temps, Vincent? Parce que tu dis que tu fais ce métier depuis 12 ans, mais ça fait du coup plus d'une dizaine d'années alors. Alors ouais, ça a commencé, je pense, ça a commencé au début des années 2000, sans être forcément très formalisé. Oui. Nous, quand on a démarré en fait cette activité, alors au départ, on n'était pas rien ne nous prédestinait à se lancer là-dedans. En gros, on a créé notre agence, que je disais il y a 12 ans, sur la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre l'événementiel entreprise, parce que moi, je faisais que du B2B, du corporate, etc. Et Florence fait de l'organisation de mariage et de wedding planning, donc il y avait cette complémentarité qu'on avait. Et de plus en plus, on a travaillé ensemble et on a commencé à avoir des demandes en 2010-2011 sur des cérémonies justement symboliques. Et à l'époque, en fait, on voulait répondre à la demande parce qu'on avait pas mal de demandes, mais on avait trouvé des personnes qui pouvaient intervenir là-dessus. Donc, on a été amené par nous-mêmes à développer en fait cette expertise. Moi, on m'a dit, peut-être comme tu as l'habitude un petit peu de parler en public, vas-y, lance-toi là-dedans. Au début, j'étais sceptique et finalement, j'ai adoré. Et on s'est construit comme ça avec le temps sur ce type de prestation. D'accord. Et donc, la question, c'est difficile à dire, mais ce que je peux te dire, c'est que il y a 10 ans, c'était quand même le début, quoi. Oui, ça a démarré aussi, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il faut être un peu à l'aise quand même, il faut avoir un peu la tchatch pour faire officiant de cérémonie. Il ne faut pas être timide, en fait, comme moi. Donc, on peut pas. Je ne trouve pas que tu sois timide, c'est vrai. Je te l'ai déjà. J'ai fait exprès de me coutiller avec ça. Et voilà, il faut être à l'aise avec le fait de parler en public. Donc, mais ça se travaille en fait, ça s'apprend comme tout. Donc il y a pas. Et puis après, je veux dire, chacun a son style. Moi, je crois que c'est ça aussi. Je côtoie pas mal d'officiants. Chacun a sa façon de faire, sa façon d'officier. Certains vont être plus sur la réserve, d'autres vont être plus exubérants. Donc ouais, il y a pas. Bon, voilà, il faut une facilité pour parler à l'oral, c'est certain, mais ça se travaille. Et puis il y a pas que ça. Après, dans le rôle de l'officiant, il y a l'écriture aussi, il y a toute la relation qu'on va construire avec les mariés avant pour faire une cérémonie personnalisée, le fait de les connaître, de les sonder, de les comprendre, enfin, plein de choses. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Donc, moi, je suis future mariée, je tombe sur Flovino Wedding Cérémonie de rêve et je veux que vous soyez mon officiant de cérémonie. Comment ça se passe? Il y a combien de rendez-vous? En quoi ça consiste? Je veux tout savoir, tout. Ok, très bien. Alors, je peux expliquer un peu la façon dont on fonctionne nous. Après, chacun aura sa façon de faire. Déjà, ce qui est très bien dans ce que tu dis, c'est que déjà, apparemment, tu vas sur notre site et tu as déjà envie de travailler avec nous. C'est déjà bien. C'est pas toujours le cas. Il y a un premier rendez-vous où il va falloir se connaître parce que les futurs mariés vont poser des questions, comment vous travaillez, etc. Et donc déjà, on va avoir en général un premier contact comme ça. À partir du moment où ils ont envie effectivement de travailler avec nous, on va faire un premier rendez-vous pour apprendre à se connaître en fait, et puis surtout moi pour avoir de la matière pour pouvoir écrire une cérémonie qui va être personnalisée. Donc c'est un rendez-vous qui va facilement durer 2 heures. D'accord. C'est un rendez-vous qui se prévoit. Idéalement, j'aime bien le faire physiquement. Hein. Après, il peut y avoir des questions géographie, on peut le faire par Skype, économique ou autre. Mais idéalement, un rendez-vous physique dans lequel je vais poser tout un tas de questions pour savoir justement quel type de cérémonie ils veulent, quel ton ils veulent donner à leur cérémonie, qui ils souhaitent faire intervenir dans leur cérémonie, est-ce qu'ils ont envie d'avoir des rituels, voilà, toutes les questions, et puis bien sûr les faire parler sur eux, sur leur histoire, comment ils se sont connus, etc. Puisque dans la cérémonie, on va parler aussi, raconter un petit peu l'histoire du couple. Donc voilà, ça va être un vrai rendez-vous de découverte où je vais être beaucoup dans l'écoute, c'est dans le questionnement, afin de prendre la matière pour écrire cette cérémonie. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Après, il y a plusieurs façons de procéder, mais il y a au moins en général un rendez-vous de restitution de la cérémonie où je vais retrouver le couple pour aller leur redire un petit peu tout ce que j'ai écrit. Je le fais suffisamment
tôt, enfin pas, je laisse suffisamment de temps pour que les mariés aient eu le temps d'oublier un petit peu ce qu'ils m'ont dit au rendez-vous et puis qu'ils aient le temps d'oublier aussi pour redécouvrir la cérémonie au moment du mariage. Mais par contre, ça permet de les projeter et de caler, voilà, de recaler éventuellement certaines petites choses dans l'écriture. Après, il y a un vrai travail, des vrais échanges en fait avec les futurs mariés par téléphone, par Skype, par mail. Et puis il y a plein d'autres choses dans cette phase de préparation. Il y a aussi le fait de contacter les témoins. Moi, je contacte avec eux pour pouvoir les faire intervenir tout en gardant l'effet de surprise pour les futurs mariés aussi. Enfin, l'effet de surprise, pas du fait qu'ils interviennent, mais du contenu de ce qu'ils vont faire. D'accord. Voilà, donc il y a globalement ces deux rendez-vous qui sont clés. Le premier rendez-vous de prise d'information et de découverte, et puis celui qui va être un petit peu la restitution. Et autour de ça, il va y avoir différents échanges. On peut aller faire un repérage de salles ensemble, on peut faire d'autres choses pour caler d'autres choses. D'accord. Voilà. Donc, tu parlais de rituel tout à l'heure. C'est quoi un rituel, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Il y a des rituels déjà. Quand on parle de rituels, c'est vrai qu'il y a des rituels un peu traditionnels qui sont l'échange des alliances, qui sont une forme de rituel. Mais au-delà de ça, il existe tout un tas de rituels qu'on peut faire sur des cérémonies qui permettent qui ont une symbolique qui doit être importante pour les mariés. Donc c'est intéressant de faire un rituel parce que dans le cas où il y a effectivement une symbolique qui touche les mariés, en plus ça rajoute aussi un côté visuel, il se passe quelque chose, ça marque les choses. Donc dans les rituels assez classiques, on a celui par exemple du sable où en fait on a chacun des deux personnes du couple qui va verser en fait un sable de couleurs différentes dans un récipient central pour constituer. Alors la symbolique qui est derrière, c'est qu'ils vont créer une nouvelle famille à partir des constituants de leur propre famille. Et voilà, il y a tout un parallélisme et une image qu'on peut avoir autour de ce rituel du sable. On a aussi le rituel des mains liées ou des rubans. Enfin voilà, il en existe plein. Et puis on peut personnaliser les rituels. Ça, c'est quelque chose qui est sympathique. D'accord. Alors ça, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Vincent. Moi, je disais, il y a un autre élément qui est important dans les rituels, c'est que souvent, nous, dans les cérémonies qu'on organise, ce sont très souvent des couples mixtes ou avec des différences de culture. D'ailleurs, avec différentes langues, etc., on pourra en reparler, mais moi, je parle couramment anglais, j'ai fait des cérémonies bilingues, trilingues, etc. Et un des éléments de l'aspect linguistique, il y a aussi des différences de culture. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire des rituels, parce que, par exemple, là, je prends l'exemple d'une cérémonie franco-chinoise où il y a le rituel, par exemple, du thé, qui est intéressant. Mais le rituel du thé, il y a plein de façons de le faire. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est on va leur dire, on peut vous faire, si vous voulez, un petit clin d'œil, entre guillemets, au rituel du thé. Je dis clin d'œil parce qu'on ne va pas le faire de la façon purement traditionnelle qu'ils ont l'habitude de le faire, parce que c'est compliqué. En plus, il y a plusieurs façons de le faire, mais on va faire un rituel du thé qui va être le leur et qui va toucher du coup le côté chinois et puis l'autre côté aussi. Donc, c'est une façon aussi de personnaliser et de faire des petits clins d'œil culturels. Au niveau des rituels aussi, ce qui est bien de faire, c'est une fois qu'on connaît un petit peu le couple et qu'on connaît ses passions et les goûts qu'ils ont en commun, c'est de créer un rituel peut-être aussi pour eux. Et par rapport à leur thématique, on a eu une fois un couple qui avait comme thème de mariage de steampunk et qui voulait une cérémonie laïque. Steampunk, ça vous parle, c'est tout ce qui est vapeur, fumée, les trucs en cuivre. Voilà, donc le couple, voilà, l'idée c'était de créer un rituel avec cette vapeur, plutôt qu'on aurait pu faire le rituel du sable ou des choses comme ça, voilà, mais on a été justement jusqu'au bout de leur démarche au niveau de la thématique et de la scénographie globale de leur mariage pour que le rituel amène à la vapeur, en expliquant un petit peu d'où provient le mot steampunk, pourquoi ils ont choisi ce thème à leur mariage et retranscrire à la vapeur. Donc voilà, tout ça pour dire que ce rituel est important et que, bien sûr, on peut prendre des rituels très communs, très basiques, type le sable, mais on aime bien aussi nous chercher l'originalité et en fonction d'eux, d'aller leur trouver le rituel le plus original. Parfois, on a certains couples qui sont ravis avec le rituel du sable et ben, il n'y a pas de souci. Et il y a un aspect logistique qui est important du coup derrière, d'où l'intérêt aussi de s'appuyer parfois sur un coordinateur, un wedding planner,
parce que là, voilà, là, il faut faire venir de la neige carbonique pour faire la vapeur. Enfin, il y a tout un aspect que les gens ne voient pas, mais qui est derrière à gérer. La logistique, oui, effectivement. Oui, c'est pas rien tout ça, oui. C'est intéressant tout ça quand même. J'espère que vous avez retenu toutes ces bonnes petites astuces, tous ces beaux rituels. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à Tahiti, ils font le rituel des maliers, en fait, avec les feuillages, parce qu'ils utilisent beaucoup les feuillages, et la couverture qui s'appelle le tifeifei, et ils mettent une couverture qui symbolise la maison. Et voilà, et ils font, bon, eux, ils ont pas, c'est que ça en fait. C'est la culture polynésienne qui veut ce rituel des maliers et de la couverture sur soi. Mais comme tu dis, il y a plein d'autres rituels et c'est bien qu'on s'approprie ses propres, enfin, comment je dirais, ses propres passions, c'est ce qu'on aime et ce qui nous ressemble, comme la culture du thé. C'est super intéressant. D'accord, d'accord. Alors, on va remonter un petit peu. Vincent et Florence, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient passées. Excusez-moi, c'est tellement intéressant, on parle, on fait pas trop attention aux questions. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait? On s'était arrêté à Tiffen, il me semble. Donc, on a répondu à la question de Tiffen. On a Lilou qui nous demande, est-ce que le déroulé d'une cérémonie est figé ou est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on peut mettre de l'humour, du sacré, du solennel, des chants? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. On personnalise, bien sûr, on personnalise les cérémonies, donc on est vraiment très très libre de faire tout ce qu'on veut. Donc après, bien sûr, il y a des trames peut-être un petit peu classiques sur une cérémonie type. On sait que il va y avoir voilà une entrée, une arrivée du cortège avec une arrivée de la mariée, un petit mot de bienvenue. On va parler un petit peu, voilà, on va parler de l'histoire du couple. Il va y avoir des intervenants, des témoins, des lectures de textes, l'échange des alliances, l'échange des vœux, des rituels. Donc tout ça, il y a toutes ces possibilités, mais on va pouvoir les personnaliser et puis les mettre à différents moments. Donc on peut personnaliser ça et puis effectivement on peut aussi donner un ton qui est complètement différent. Ça peut être humoristique, ça peut être solennel. C'est pour ça que ça peut être les deux. C'est pour ça que moi je sonde au maximum les mariés sur le style de cérémonie qu'ils veulent pour pouvoir adapter aussi en fonction de ça. On a eu plein de choses extraordinaires. Même si en tant qu'officiant, on a aussi son propre style entre guillemets, oui. Mais quelque part, voilà, il y en a qui ne m'appelleront pas parce que je ne vais pas correspondre avec leur façon, ce qu'ils attendent de certains officiants. Mais après, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, je me souviens d'un couple qui c'était des passionnés du monde, de l'univers, par exemple Star Wars, et le kiff du marié, c'était d'arriver pour la cérémonie habillé en chevalier Jedi avec un sabre laser. Et sur la musique de Star Wars, et c'est génial, avec un jouer au violon, etc. Donc il y avait toute une mise en scène, et c'est super. Donc on l'a fait comme ça, et puis les gens les connaissent, donc ils disent bah oui, c'est leur cérémonie, quoi. C'est vraiment eux. C'est ça. Et puis il y a plein de petits clins d'œil, même dans la façon de faire la cérémonie, avec des expressions un petit peu à la Yoda. Enfin, voilà, on peut jouer sur ces choses-là, tout en restant dans la tonalité souhaitée, quoi. Mais donc, c'est quoi ton style d'écriture alors, Vincent? Parce que tu nous dis que chacun a son style. Quel est le tien finalement? Alors effectivement, j'ai une certaine adaptabilité en fonction de ce que veulent les mariés, mais je peux avoir un côté assez solennel et mettre un peu d'humour, voilà. Mais je vais pas dans l'exubérance ou des choses qui sont complètement déjantées. Je sais qu'on en voit comme ça à la télévision. Il y a des émissions aussi sur vraiment des officiants qui pètent les plombs, etc. Moi, je suis pas trop comme ça. Par contre, je peux recommander des personnes comme ça si les personnes veulent. Mais donc j'ai ce côté-là, et mon autre caractéristique, au-delà de l'aspect linguistique aussi, puisque je peux switcher de l'anglais, le français avec un peu d'allemand, je peux faire gérer le multilingue. Mais ma spécificité aussi, c'est j'ai une casquette de chanteur aussi, et je peux proposer de faire des cérémonies avec du chant live pendant les cérémonies. Et ça, c'est un petit peu, voilà, ça me différencie aussi un petit peu, c'est d'avoir cette possibilité de faire des chants, que ce soit de chants de variété, des choses comme ça, pour apporter de l'émotion supplémentaire sur une cérémonie. Et pour moi, la cérémonie, enfin l'aspect musical est extrêmement important dans la cérémonie. Au-delà du chant, le fait d'avoir de la musique dans les bons moments, donc c'est une vraie question. Moi, je vais pas accepter de faire une cérémonie si on a un matériel pas bon, si les gens vont être gênés par le son, parce que la musique apporte tellement à la cérémonie quand elle est bien gérée. C'est un vecteur d'émotion. Ouais, c'est un vrai vecteur d'émotion. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, quand tu chantes, est-ce que tu as un instrument sur lequel tu joues? Tu as plutôt un groupe qui t'accompagne? Alors, quand je suis en tant qu'officiant, je ne chante qu'à certains moments où du coup on envoie des versions instrumentales et je chante sur la version instrumentale.
Après, le chant comme les musiques, je l'adapte. Hein, c'est pas la chanson n'est pas forcément en entier. Il peut y avoir qu'un petit passage, qu'un petit moment. Il peut y avoir des moments où on va laisser la version instrumentale et parler par-dessus. Donc, il y a toutes ces choses possibles aussi. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça a coupé. Non, c'est bon. Vous m'entendez toujours, Vincent et Florence? Oui? D'accord, super, super. Je pensais que ça avait coupé. Alors, on a Fabienne, alors Matt Fab qui nous demande, et aussi combien de rendez-vous? Alors ça, je pense qu'on a répondu à la question. Combien de rendez-vous doit-on faire avant le jour J? Donc, c'est 2 rendez-vous, c'est ça, Vincent, hein, si je me trompe pas. C'est 2 minimum. Après, c'est en fonction des mariés. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont souhaiter nous voir plusieurs fois et pas de souci avec ça. Il y en a qui vont pas le souhaiter ou qui vont pas avoir besoin. Voilà, on a aussi plein de façons maintenant de faire aussi les choses par téléphone, voilà. Donc je vais dire minimum 2. Ouais. C'est vrai que pardon, vas-y Vincent. Vas-y. Alors, c'est vrai que le contact est important, mais puisque toi, tu me dis que tu fais des cérémonies bilingues, trilingues, ça veut dire que vous pouvez peut-être avoir des clients étrangers qui viennent se marier en France, et donc c'est un peu plus compliqué de se voir dans ces cas-là. Ah ben oui, chaque année, on a des couples qui habitent à l'autre bout du monde. Et effectivement, bah là, tous les rendez-vous se passent par Skype. Et du coup, voilà, maintenant, tout le monde est encore plus habitué avec l'utilisation de Skype et autres WhatsApp. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que tu contactes les témoins, les frères et sœurs, tout ça. Imagine-toi que moi, ma sœur veut faire un texte surprise pour mon mariage pendant la cérémonie laïque. Est-ce que tu relis les textes que veulent faire les gens? Est-ce que tu checkes avant que les personnes disent leurs mots pendant la cérémonie ou pas? En général, effectivement, je demande à ce que les personnes m'envoient leurs textes avant, mais c'est pas tant dans le but de checker, vérifier qu'il n'y ait pas parce que je pense que globalement les personnes sont suffisamment proches et ont suffisamment de bon sens pour pas faire quelque chose qui soit complètement malvenu. Bon, quand même un coup d'œil, voir s'il y a, mais ça m'est jamais arrivé en fait de devoir censurer, etc. Par contre, j'ai des personnes parfois qui me demandent des petits conseils, donc je peux éventuellement leur donner des conseils, mais je vais vraiment les inciter à faire comme elles sont elles, parce que c'est ça qui personnalise la cérémonie et qui fait que c'est magique pour les mariés. C'est justement qu'il n'y ait pas qu'un seul intervenant. Moi, j'incite pour les cérémonies laïques à faire intervenir les proches, parce qu'ils vont s'exprimer avec d'autres mots, qui vont toucher les mariés autrement. Et c'est ça qui va faire que ça va être à la fois dynamique et que ça va toucher les mariés. C'est pas un one-man show. L'officiant, il doit gérer effectivement la cérémonie, donner la parole, mais il est au service des mariés et puis de la cérémonie. Donc voilà, pour revenir sur ta question, quand je récupère les textes effectivement en général avant, et mais c'est plus pour en fait le fait que je leur demande de me l'envoyer indirectement les oblige à réfléchir un petit peu avant à ce qu'ils vont dire, et puis à se limiter un petit peu dans un cadre pour faire que ça coule bien. Après c'est personnel, hein, d'autres officiants feront moi je fais ça parce que je sais que si le piège c'est celui qui me dit non mais moi c'est bon, moi je suis hyper à l'aise à l'oral, il n'y a pas de problème, pas de problème. Je l'ai testé plusieurs fois, hein, mais le nombre de fois où ceux qui m'ont dit ça, ils se sont retrouvés submergés d'émotions, parce et je pense que les gens sous-estiment l'émotion qu'ils peuvent avoir sur les cérémonies laïques. Et ça peut perdre les moyens, ça peut, ou alors ils vont partir dans des discours où ils se font plaisir, mais finalement ça fait pas plaisir à tout le monde quand ça dure 15 minutes, quoi. Donc voilà, ça permet de cadrer les choses. Non, je voulais rajouter par rapport à ça aussi que une des raisons également pourquoi on demande aux intervenants de envoyer les textes avant, c'est aussi parce que parfois, alors maintenant ça n'arrive plus parce qu'on demande, mais au début on l'imposait pas vraiment. Les gens oublient leurs textes. Je pense des fois à des femmes qui écrivent une super cérémonie, elles le glissent dans le sac à main, sauf que le jour du mariage, elles changent de sac à main et que le discours est resté à la maison dans le sac de tous les jours. Ouais. Oh là là. Et elle de se dire mais j'avais écrit, c'était tellement beau et voilà. Donc là, elle nous l'envoie avant. C'est un peu anti-sèche et au moins on leur dit, on imprime. C'est imprimé en gros, etc. Il n'y a pas de souci et ça rassure finalement tout le monde. Et c'est vrai que même on les voit arriver quand elles arrivent. J'ai pas mon texte, vous l'avez? Oui, on a tout. Ah, tout va bien, etc. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte finalement. Exactement. Et du coup, est-ce que les gens peuvent se marier, enfin, quand je dirais sans vous, c'est pas sans vous, mais est-ce que vous pouvez être coach
et qu'il y a un ami, par exemple, qui est un bon orateur, qui peut faire la cérémonie tout seul. Est-ce que ça se fait, ça? Alors oui, ça se fait. Certains le proposent, d'autres non. C'est vrai que dans les cérémonies laïques, il y a aussi pas mal de personnes qui font des cérémonies sans faire appel à un officiant professionnel. D'accord. Après, je pense que de plus en plus, comme le métier se professionnalise, les personnes se rendent compte que c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un de professionnel. Oui, on est d'accord. Ah, toutes les prestations, hein, on pourrait tous dire aussi, c'est pareil avec les photographes. J'ai quelqu'un qui prend des photos, j'ai pas besoin de photographe. J'ai quelqu'un qui a une sono pour faire le DJ. Mais voilà, après, si on veut vraiment un travail professionnel, il vaut mieux faire appel à des professionnels. Et parfois, ce que disent les mariés, c'est que le fait que ce soit un proche, ça peut être important pour eux aussi. Mais je dis juste qu'il faut faire attention à ça parce que le proche, il a un rôle, quoi. Est-ce qu'on veut qu'il profite aussi de la cérémonie ou est-ce qu'il doit être impliqué dedans? Et puis surtout, enfin voilà, il y a plusieurs choses. En tout cas, il y a plein de cérémonies qui se font effectivement sans officiant. Ce que je veux dire, c'est que si c'est important pour les mariés de faire intervenir un proche, il y a plein de façons de le faire, de très belles façons, en lui donnant la main, en lui donnant la parole, enfin la main au sens figuré, pendant la cérémonie, mais en ayant un officiant. Et c'est parce que ça fait partie du rôle de l'officiant, justement, d'amener d'autres personnes à intervenir. D'accord. Et Vincent, Florence et Vincent, est-ce qu'il y a une répétition avant le jour J, justement, pour pas commettre d'impair et tout ça? Alors, ça peut arriver. On le fait assez rarement. Mais on le propose parce que pour certains, dans certaines cultures, ça se fait. Dans les cultures anglo-saxonnes aussi, il peut y avoir le rehearsal avant. Ça se fait aussi, par exemple, dans certaines cérémonies où le cortège va être un peu dansant. C'est vrai que dans la culture un peu franco-française, c'est très calme un cortège, mais si on a des personnes des Antilles ou d'autres cultures, on va dire, c'est ça. Et voir en ayant une chorégraphie. Et donc, il faut prévoir un petit peu de répétition pour caler un minimum la chorégraphie et ce genre de choses. D'accord, bah oui, effectivement, effectivement. Donc, c'est très, très intéressant tout ça. J'espère que vous êtes bien installés, que vous nous suivez bien depuis tout à l'heure. Je vais revenir aux questions parce que je vais qu'il y en a quelques-unes qui sont passées. Alors, on a on a Lilou qui nous demande est-ce qu'une cérémonie laïque peut se faire en intérieur ou en extérieur? Alors les deux, effectivement, quand c'est au beau jour, effectivement, les mariés préconisent les extérieurs. Souvent même, ils ont choisi le lieu de la réception avec un joli parc, des arbres pour faire un petit peu d'ombre, etc. Donc, principalement l'été, quand il fait beau, c'est dehors. Alors attention, effectivement, si c'est fin juin ou de mi-juin à mi-août, à 15 heures de l'après-midi, qui fait 30 degrés à l'ombre, c'est pas évident de faire ça en plein milieu de la prairie quand il y a en plein cagnard, on va dire. Donc là, c'est justement notre rôle, soit de wedding planner, soit d'officiant, de les conseiller sur un endroit où il y aura un petit peu d'ombre, puisque les invités arrivent un quart d'heure avant le début, sont assis, ça dure 1 heure, ils n'ont pas tous un chapeau, etc. Donc là, effectivement, c'est notre rôle de les accompagner pour choisir le meilleur endroit. Dans tous les cas, quand c'est l'été, on va quand même prévoir un plan B. Un plan B, c'est en cas de pluie. Où va-t-on abriter la cérémonie? Donc, ça peut être un préau, une grange, un barnum. Enfin, voilà, on a toujours un plan B qui est parfois un petit peu moins joli, oui, mais enfin, ça reste un plan B. Et quand on fait des mariages d'automne ou d'hiver, là, ça peut être dans une grange à côté, une autre salle, ou la salle de la piste de danse. Enfin, voilà, il y a toujours une solution. Donc, oui, pour répondre à cette question, ça peut se faire en extérieur et en intérieur. Alors, je pense que peut-être que vous me contredirez là-dessus. Est-ce que si on prévoit une cérémonie laïque, il faut quand même toujours prévoir. Enfin, l'idéal, c'est d'avoir un lieu où on peut s'abriter à l'intérieur au cas où il pleut ce jour-là, d'avoir une solution. Ah ouais, c'est indispensable. Moi, ça fait partie des questions que je pose dès le départ. Oui. C'est même si bien sûr on souhaite qu'il fasse beau, mais que se passe-t-il dans le cas où malheureusement il fait pas beau? Et il vaut mieux l'avoir prévu avant. Et puis c'est compliqué parce que s'il n'y a pas l'espace intérieur, il faut penser à une solution type barnum. Enfin, vous savez, les tentes en extérieur, etc. Et ça, c'est des choses qui s'anticipent, etc. Donc voilà, toujours prévoir un plan B. Parce qu'on ne passe 5 minutes avant la cérémonie en disant oups. Oui. On rentre sans chaise et la déco à l'intérieur. Non. C'est pas possible.
ça veut dire limite que 3 heures, selon le nombre d'invités prévus et la complexité de la décoration, que minimum 3 heures avant la cérémonie, on doit avoir statué sur l'endroit où on va être pour pouvoir dire il fait super beau, c'est en extérieur ou en extérieur à l'ombre ou en extérieur au soleil, ou il fait pas beau, c'est à l'intérieur. Mais ça, c'est super important en fait. D'accord. Et par rapport à ça, combien de temps avant vous arrivez sur les lieux pour disposer le matériel? Est-ce que, par exemple, moi, je peux faire appel à vous que pour la cérémonie laïque et vous demander de décorer la cérémonie laïque et de faire la cérémonie laïque, ou ça se fait pas? En fait, il faut prendre une décoratrice. Oui, alors ça dépend effectivement, ça dépend de le temps qu'il faut, ça dépend des prestations qui sont fournies. C'est important de bien comprendre que typiquement une prestation d'officiant, normalement, ça ne comprend pas la sonorisation ou la décoration. Certains peuvent le proposer, c'est des prestations annexes, c'est-à-dire que après, voilà, chacun a sa façon de faire, hein, mais en tout cas, il faut bien décorréler les choses ou pas supposer que l'officiant va forcément venir avec une sono, c'est pas le cas. Donc après, certaines agences le proposent, nous on le propose, et en fonction des prestations qui sont retenues, ça va dépendre. Mais si on regarde que la prestation d'officiant, c'est bien d'être présent 1 ou 2 heures avant. Pour pouvoir en tout cas avoir un moment avec le sonorisateur pour faire les tests son, le recaler à quel moment il faut qu'il envoie les musiques, etc., avant que les invités soient sur le lieu. Voilà, vérifier un petit peu le setup de la cérémonie, comment c'est disposé, voilà, être sûr que tout le monde soit à l'aise. En général, il y a une arche, il y a plein de choses. Donc, si les clients n'ont pas prévu de prendre la sonorisation chez vous, il faut qu'ils s'organisent avec leur DJ pour qu'il y ait assez de micros pour tout le monde et une sono. Voilà. En fait. Exactement. Voilà. Alors, nous, on va briefer avant le sonorisateur en lui disant, en gros, voilà ce qu'on préconise, il y a tant d'interventions, il faut au moins 2 micros. Voilà, ça, on cale ça avec chaque prestataire, de même qu'on peut intervenir avec la décoratrice pour savoir voilà, quel type d'arche elle va avoir prévu, à quel endroit. Voilà, ça, c'est des choses, tout ça, ça se règle en amont, on va dire. On arrive, mais on sait très bien comment ça va se passer avant. Voilà, et s'il y a une presta de déco de cérémonie, qui est vraiment une presta à part, là, effectivement, il faut venir bien plus tôt que ça pour faire toute cette installation. Et donc, d'accord. Voilà. Et en termes de tarifs, alors, on parle de quoi? C'est quoi les tarifs d'une cérémonie laïque? Pour mon mariage du 15 août, je veux la totale. Alors, qu'est-ce que j'ai pour celui-là? Alors, c'est assez variable, hein. Quand on regarde au niveau des officiants, ça va de 500 à 4000 euros, quoi, hein. Donc, pour une prestation juste d'officiant, je vais dire que la moyenne, elle est à peu près autour de 900 euros pour une prestation pure. Après, il peut y avoir, comme je disais, des options. Ça ne serait-ce qu'au niveau musical, d'avoir un groupe de gospel, avoir voilà, de la musique live, etc., la décoration. Et du coup, là, ça peut monter beaucoup plus. Mais c'est un autre budgétaire. Pour moi, c'est autre chose, quoi. Ce qui est important, c'est de bien caler toutes ces choses-là. Il y a toujours les éternelles questions auxquelles les mariés pensent pas forcément. Par exemple, qui met les chaises? Déjà, penser à avoir des chaises, ça paraît bête. Mais souvent, les chaises à l'extérieur, donc est-ce que le lieu en a? S'il n'en a pas, il faut les louer. Qui les loue? Est-ce que c'est le traiteur? Ensuite, qui les installe? Est-ce que c'est l'officiant? A priori, non. Est-ce que c'est une wedding planner s'il y en a un? Est-ce que c'est le traiteur? Parce que le traiteur, il a l'habitude de louer déjà ses nappes, etc. Du coup, il peut les louer. Mais c'est pas parce qu'il les loue qu'il va les installer. Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça. Alors toi, en tant que wedding planner, Stéphanie, tu as l'habitude de ça. Mais pour les personnes qui n'ont pas ce réflexe, c'est important qu'ils pensent bien à caler ces choses-là. Et moi, en tant qu'officiant, même si ça sort ça sort pas de mon rôle, mais en tout cas, je m'assure que toutes ces choses-là sont hyper bien calées, quoi. Oui, d'accord. C'est important, hein, parce que tu sais, ils ont tellement de choses à penser, les futurs mariés, qu'ils pensent pas, des fois, au dernier moment, ils se disent, mais attends, tiens, mais des fois, il est peut-être un peu tard. Donc, c'est bien, nous, en tant que pro, même s'ils travaillent pas avec nous sur tel prestat, qu'on pense à leur rappeler, effectivement, est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez pensé à ça, et au moins, ça leur enlève une épine du pied. Et ils sont bien contents à chaque fois. Et donc, on rappelle. Pardon? Du coup, pour revenir sur la question du budget, ça dépend en fait de la prestation. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la prestation là que je t'ai donnée pour une prestation d'officiant classique entre guillemets, et après, en fonction des différentes options, il peut y avoir des coûts supplémentaires ou des frais de déplacement aussi si la cérémonie ne se fait pas dans le lieu. Voilà, moi quand je fais des cérémonies à l'étranger, typiquement, il y a aussi le coût du déplacement. C'est ça. Personnellement, alors c'est vrai que je fais quand même beaucoup les cérémonies autour de ma région. Je suis en région.
parisienne. Ah, Donc, voilà, c'est bien le sud. On ne l'a pas parlé tout à l'heure, mais tu es en région, vous êtes en région parisienne, d'accord? De quel côté de la région parisienne? Mais après, on a aussi une agence, donc Noces de Rêve avec Lugano, qui est sur la Côte d'Azur. Du coup, je fais aussi pas mal d'allers-retours avec la Côte d'Azur. Mais sur le principe, je peux me déplacer partout. Mais après, il va y avoir des frais de déplacement qui vont faire que ça va être moins intéressant de m'appeler moi, entre guillemets. Voilà. Après, il y a aussi des officiants qui peuvent prendre un tarif supplémentaire parce qu'ils vont faire une cérémonie bilingue en anglais, qui nécessite aussi plus de travail, même si on est bilingue, ça nécessite plus de travail. Donc, certains officiants vont rajouter une petite option parce que ça va être en anglais, par exemple. D'accord. Et c'est parfois, il y a des Pardon? C'est tout en anglais la cérémonie ou il y a des passages en anglais, d'autres en français? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je peux faire des cérémonies tout en anglais parce qu'on a vraiment des couples 100% anglophones, en tout cas. Mais on a quand même beaucoup de couples qui sont des couples mixtes ou des expats et du coup souvent il faut jongler entre l'anglais et le français. Donc il faut gérer les deux et il faut le gérer comment dire intelligemment entre guillemets pour pas que ce soit trop rébarbatif. Si on fait tout, on peut pas se permettre de tout traduire mot pour mot, etc. Donc l'idée c'est de faire dans les deux langues sur les passages qui sont vraiment importants. Puis de passer après peut-être un peu plus voilà de switcher habilement entre les deux langues. Pour que finalement, faut se mettre à la place des invités et qu'ils soient tous capables de suivre et de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que Florence disait, étant donné que vous faites des cérémonies en bilingue ou en trilingue, est-ce que le tarif est différent du coup par rapport à une cérémonie en français? Est-ce qu'il faut compter plus cher? Eh ben, ça arrive. En fait, ça dépend un petit peu. Mais de la complexité. C'est normal, hein? Tout le monde ne fait pas de cérémonie en anglais. Moi, je suis très nulle en anglais, par exemple. Donc, voilà, c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout des officiants qui sont bilingues ou trilingues. Donc, c'est vraiment Ouais, ce qu'il peut y avoir, c'est parfois ça peut être nécessaire de faire venir un traducteur. Moi, sur des cérémonies franco-chinoises, j'avais le cas, donc c'était des expats. Donc, lui était français, elle était chinoise. Donc, il y avait la moitié de Chinois qui parlaient pas français et pas anglais. Il y avait la famille française et puis en fait tous leurs amis, ils étaient très nombreux, c'était que des expats et des gens de plein de pays, mais la langue commune, donc ils parlaient pas ni français ni chinois, donc il fallait qu'ils parlent anglais. Donc il y avait vraiment les trois langues à gérer. C'est ça. Et du coup, ils ne parlaient pas chinois, donc il fallait venir. On a fait venir un traducteur. Pas chinois, c'est pas vrai. On a fait venir un traducteur du coup chinois et il faut faire en sorte que le déroulement, que tout se passe bien, parce que il faut pas que sous prétexte de tout traduire que ça casse la dynamique et l'émotion. Ce qui est important dans une cérémonie, c'est l'émotion qu'on véhicule. Et s'il faut surtout pas que ça casse ça, quoi. Donc l'idée, c'est voilà, de gérer subtilement. C'est vraiment du bon boulot, en tout cas. Hein. Franchement, bravo. Hein. Et donc, je reviens à ce qu'on disait, c'est 900 € environ à la cérémonie laïque qu'il faut compter. Et puis, je vois aussi, de l'autre côté, qu'on a une question de Matt Fab qui nous dit, est-ce qu'il y a des livrets comme à l'église? Alors, on peut en général, ce sont les mariés qui le font. Dans le cas de cérémonie en plusieurs langues, ça peut être une façon justement de faire en sorte de s'assurer que les personnes suivent aussi parce qu'elles ont dans leur langue du coup tout ce qui se passe. Mais dans la pratique, en fait, nous on le fait très très peu. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Mais il n'y a pas de règle. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai proposé. Je l'ai vu de temps en temps, mais dans la majorité des cas, c'est pas nécessaire. D'accord. Ok. Alors là, je vois que Tiffany nous avait posé une question sur est-ce que tu faisais des cérémonies en anglais? Donc ça, c'est bon, on y a répondu, c'est parfait. Alors, est-ce que les photos sont autorisées pendant les cérémonies? Car parfois à l'église, nous n'en avons pas le droit. Alors, oui, on autorise les photos, évidemment. Alors après, l'idée, c'est un peu comme à l'église. Pourquoi le prêtre, entre guillemets, parfois interdit ça? C'est pour éviter qu'il y ait 15 personnes qui se lèvent à un moment de recueillement ou autre. Donc, on va toujours quand même laisser place au photographe officiel parce qu'il faut que le photographe, entre guillemets, officiel puisse faire bien son travail et capter les meilleurs moments et ne pas faire des coups, des jouets entre tous les autres photographes. Donc, c'est ça qu'on essaye de donner comme message, c'est que des photos, il y en aura. Le photographe officiel est là pour ça. Maintenant, si voilà, il y a un ou deux autres membres de la famille qui sont missionnés par les mariés pour faire des petits bouts de film ou photographier, oui, bien sûr. Mais le but de la cérémonie aussi, c'est pas un show, c'est pas un concert, c'est aussi qu'on soit là pour accompagner le couple
qui se marient. Et donc, il faut avant tout respecter ça, quoi. Oui. Je trouve que c'est beaucoup moins gênant, en fait, sur une cérémonie laïque, d'avoir des personnes qui prennent des photos comme ça que dans un lieu peut-être de culte fermé. Et puis il y a quand même un côté beaucoup plus décontracté, etc., qui fait que ça pose jamais de problème. Moi, par exemple, on m'a demandé, c'est intéressant cette question parce que parfois on me demande est-ce que vous dites aux gens d'éteindre leur téléphone portable, de faire attention aux photos, etc. Dans la pratique, je le dis quasiment jamais, ou les fois où je le dis, c'est parce que les mariés m'ont demandé de le dire parce que c'était super important et que j'ai pas réussi à convaincre que c'était pas nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses se font quand même assez naturellement. On est en extérieur, et puis les gens savent maintenant, ils coupent leur portable, ou si jamais ils sonnent, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas un endroit où ça va résonner. C'est ça. Voilà, donc voilà, pareil pour les photos, c'est pas gênant, les gens peuvent prendre des photos. Et puis, en fait, peut-être que je dis des bêtises, mais tu vois, dans une église, en général, c'est assez sombre. Donc, on est obligé de mettre un flash. Et si on a 15 flashs qui flashent pendant 1h30, alors que en cérémonie laïque, en général, on est en l'extérieur, donc on voit à peine les flashs, c'est peut-être aussi un peu moins gênant. Peut-être. Ouais. Comme ça, mais... Oui, et puis, exactement. Et puis, il y a souvent un photographe aussi officiel qu'on voit. Les gens voient qu'il est là, du coup, ils le respectent et il n'y a pas de souci. Et ça fait partie des prestataires qu'on voit souvent, le photographe, le vidéaste. Et même moi, en tant qu'officiant, je m'arrange aussi pour me caler aussi un petit peu avec eux avant. Je leur explique en gros à quel endroit va se passer, comment on va faire l'échange des alliances, à quel endroit, et ça serait bien qu'il se place. Après, il fait ce qu'il veut, mais je lui dis en tout cas où se passent les éléments clés pour qu'il soit capable de prendre les bonnes photos au bon endroit. Et souvent, ils apprécient en tout cas qu'on ait eu cet échange. Bien sûr. Moi, ça permet de comprendre aussi qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'il m'envoie pas son drone bruyant à un moment où j'ai pas envie ou ce genre de choses. Donc, il y a plein de calages. Bien je pense que c'est important, c'est ça qui joue sur le professionnalisme, c'est le fait de caler toutes ces petites choses en amont, le sonorisateur, le photographe, voilà, tout ça. Mais c'est important de se coordonner en amont pour pas faire de quoi que le jour J. Et même s'il y en a qui ne pas que les mariés les voient, c'est de passer incognito. Donc, pour qu'ils savourent vraiment pleinement leur moment. Alors, du coup, on a Lilou qui nous demande, pouvez-vous raconter l'un des plus beaux souvenirs de cérémonie que vous avez eu? On en a tellement. Waouh. C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de moments d'émotion. Ouais. Et pour être honnête avec vous, c'est-à-dire que même en tant qu'officiant, on doit prendre sur nous parfois pour pas se laisser submerger par l'émotion, parce que voilà, l'émotion arrive quand on interagit avec les mariés, ils nous envoient leur propre émotion parce qu'on voit qu'ils ont des larmes. Voilà. Du coup, on est réconforté en regardant le public et là on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la larme à l'œil. On se dit bon, ok, moi, il faut pas que je craque. Donc il y a beaucoup de moments émouvants. Après, les plus beaux moments, il y en a tellement. Il y a des moments de lâcher de colombe en sortie de cérémonie, de très beaux discours. Très beaux discours. Des belles déclarations de témoins ou de parents qui parlent à cœur ouvert aux mariés, surprendre les mariés. Et là, on a vraiment des moments très, très forts. Ouais. C'est vraiment ça, je pense, qu'il faut ressentir. Et c'est ça qui fait la force aussi de la cérémonie laïque. C'est qu'on peut vraiment tout faire et tout dire dans la mesure du raisonnable et de la bienveillance. Et de ça, il y a plein de très jolies choses qui ressortent qu'on ne peut pas forcément trouver à la mairie ou à l'église parce que c'est quand même assez codifié. C'est ça. À la cérémonie laïque, il n'y a pas de code. Donc, on se fait plaisir dans l'émotion tout en étant dans le respect du couple, évidemment, bien sûr. Ouais. C'est ça. Mais tous ces petits clins d'œil qu'il y a, que ce soit au niveau des rituels aussi, on a fait des rituels très marrants avec ils vont sceller des bouteilles de vin, il faut leur donner des marteaux pour qu'ils ferment leur boîte. Donc il y a des moments très drôles aussi, des moments humoristiques. J'ai souvenir aussi d'un marié qui est rentré sur la musique de James Bond avec tout un style, etc. Parce qu'il y avait une thématique autour de ça. Au moment on m'avait demandé par exemple de dire la célèbre phrase qu'on dit dans les cérémonies américaines qui est si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Et derrière, j'avais prévu que les témoins sur la musique du parrain sortaient tous un petit papier avec un faux revolver en mettant celui qui dit un mot, je le bute. Voilà, donc du coup, on joue un peu sur les émotions et sur l'humour. C'est ça qui me plaît beaucoup.
C'est ça, de très bons moments en perspective. En tout cas, alors Lilou, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et d'ailleurs, je vois qu'elle a une autre question. Est-ce que ça peut être interactif entre le cérémoniant et les invités? Ah bah, carrément, ouais. Ouais, si, c'est ça ça qui est intéressant. Alors, je pense que ce qui fait la qualité aussi de l'officiant, c'est sa capacité à interagir avec le public. Moi, je sais que par exemple, tout mon texte est écrit. Oui. J'essaie de le regarder le moins possible parce que justement, j'ai besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et souvent, ce que les meilleurs témoignages que j'ai eus ou des personnes qui m'ont apprécié, souvent, c'était parce que j'ai pu faire preuve de répartie par rapport à des choses qui se passaient. Je me souviens d'une cérémonie où, par exemple, j'étais en train d'officier et j'aperçois du coin de l'œil les témoins qui étaient en train de se battre entre guillemets avec une table qui devait servir après pour les rituels. Et il y avait un truc qui était en train de se casser la figure. Et je vois le truc qui se casse la figure. Je peux pas intervenir parce que c'est loin de moi, mais je vois la scène. Les invités voient la scène. Et je vois les témoins qui rattrapent le truc au dernier moment et qui le remettent. Et donc, j'étais dans mon flot de paroles et j'avais vu ce truc-là. Et puis, tout naturellement, je leur explique que ce qui est magnifique dans cette cérémonie, c'est que quels que soient les tumultes de la vie, il y a toujours leurs témoins qui seront là pour rattraper les erreurs qui vont être commises, etc. Et en fait, ça faisait écho à ce qui était en train de se passer. Et les gens, à la fin, me disent, mais waouh, mais c'était prévu le coup du truc qui tombe et tout. Non, c'était pas prévu. Mais c'est justement pour répondre à la question de l'interaction. Spontanéité aussi, voilà. Il faut être suffisamment détaché de son texte et être suffisamment à l'écoute pour pouvoir avoir une interactivité avec ce qui se passe. Et puis c'est ça souvent qui est drôle. Il y en a un qui va dire un commentaire, un machin, et puis d'un seul coup on va lui répondre, on va réagir. Je me souviens aussi d'une cérémonie où il y avait un petit peu de vent ce jour-là et l'arche commençait à bouger. Je la voyais du coin de l'œil et moi je guettais pour pouvoir bondir et à un moment donné la bourrasque est arrivée et le marié était debout, je sais pas pourquoi, et il a attrapé une partie de l'arche et merci pour retenir l'arche et la mariée était dessous. Et c'est pareil, il y a eu tout un jeu dans l'interactivité de dire le marié il sera toujours là pour protéger sa belle. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est sortir de ce qui est écrit pour essayer d'attraper le moment présent, rebondir dessus pour faire la cérémonie vivante et interactive, quoi. D'accord, d'accord. Merci pour tous ces bons conseils, ces bonnes réponses à vous deux en tout cas. Et du coup, je vois une de mes questions qui est notée là. Est-ce qu'il y a des tendances en matière de cérémonie laïque ou pas? À part la cérémonie du sable, tout ça, est-ce qu'on a d'autres tendances ou? Alors, oui, il y a des choses qui évoluent. Après, la cérémonie, elle est de toute façon personnalisée. Donc, il y a plein de choses. Voilà, on parlait du thème steampunk, etc. Après, il y a des tendances qui ressortent au niveau de décoration. Tu vois, par rapport aux formes d'arches, par exemple. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Non, les formes d'arches, c'est vrai, quand on a débuté il y a une dizaine d'années, on avait l'arche traditionnelle. Voilà, après, on a vu les arches rondes arriver. Les arches circulaires. Les arches hexagonales, etc. Donc, je pense que la tendance, elle est aussi pas mal dans la déco. Et surtout dans ce que veulent les mariés, parce que ce soit une cérémonie laïque ou la décoration, on est force de proposition, même pour respecter le souhait des mariés avant tout. Et on a des mariés qui veulent être dans la tendance et d'autres pas du tout. Ils veulent vraiment quelque chose qui leur ressemble, peu importe si c'est tendance ou pas. D'accord, d'accord. Bon, je pense que on a fait le tour en fait. Je vais regarder, je vais faire un petit check de toutes mes questions. Non, je pense que c'est tout. Il me semble qu'on a pas dit tout. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe tellement vite. Ça passe très vite. On a Lilou qui nous dit merci beaucoup pour toutes vos réponses. Ça donne envie. Alors, justement, on va remercier nos invités pour tous les bons conseils qu'ils nous ont donnés, donc pour les futurs mariés. Mais par contre, si on a des prestataires qui nous suivent, et bien avant d'arriver à eux, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos mariés? Et après, je vais rebondir sur cette question que j'avais. De pas s'y prendre à la dernière minute, parce que c'est quand même un long travail à la fois pour l'officiant mais aussi pour eux. Il y a une chose qu'ils ont tendance à minimiser parfois, c'est l'écriture de leurs vœux. Ils se disent toujours on a le temps parce que en fait ils repoussent toujours ce moment important de se confronter à la page blanche pour écrire leurs vœux. Donc en moyenne, on conseille peut-être aux mariés de nous contacter
entre 8, ouais, autour de 8 mois à l'avance, pour qu'on ait vraiment le temps de faire quelque chose de bien, de contacter voilà, les témoins, les intervenants, etc. Et pour qu'eux puissent vraiment prendre le temps de préparer avec nous cette cérémonie, dans le choix des musiques, dans le choix des textes qui vont plus, dans le choix de leurs intervenants et dans l'écriture de leurs vœux. Et s'ils nous appellent 2 mois avant, on peut faire, mais c'est fait à la va-vite. D'accord. Et je pense que dans un mariage, ce qu'il y a de bien, c'est le jour J, mais c'est aussi tous les mois de préparation en amont. C'est ça. Finalement, c'est comme quand on fait une recette de gâteau, on aime bien manger, mais on aime bien préparer avant. Et ben, un mariage, c'est un petit peu pareil. Et pour les mariés puissent profiter pleinement de cette journée, ils profitent également de cette phase qui est en amont du mariage. D'accord, d'accord. Bon, ben, vous avez bien entendu. Alors, moi, j'ai des mariés qui se marient dans 2 mois et qui ont contacté l'officiant de cérémonie là. Donc, à mon avis, là, ça va être un peu juste pour eux, mais voilà. Depuis lors, ils en ont Le meilleur conseil que je peux donner déjà, c'est de prendre un officiant de cérémonie, officiant ou officiante, bien sûr. Parce que je pense que c'est voilà, je comprends tout à fait la logique de vouloir prendre aussi un proche, mais comme je disais, il y a plein d'autres façons de les faire intervenir autrement et de façon encore plus valorisante aussi pour eux et touchante. Et donc voilà, appelez-nous. Voilà, on met de toute façon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées internet, Instagram et Facebook? Oui. Alors, notre site internet sur la partie officiant, c'est cérémoniederêve.com. Voilà, donc c'est rattaché à l'agence Flovino. Le site de l'agence de Wedding Planner, c'est flovino.com ou côte-de-rêve.fr. Pour la Côte d'Azur. Et puis après, on a nos réseaux sociaux. Moi, je suis visible sur les réseaux sous le nom Vincent Officiant. Donc, si vous mettez Vincent Officiant de cérémonie, normalement, vous devriez tomber sur moi assez rapidement. Alors, moi, je vais mettre toutes vos coordonnées en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Comme ça, les gens pourront directement se rendre dessus. Et voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, si vous avez raté cette interview, vous pourrez toujours le voir en replay. Et si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser en dessous dans la vidéo. Et moi, je me ferai un plaisir de la transmettre à Vincent et Florence ultérieurement. Et puis, par contre, s'il y a des prestataires qui nous suivent et qui veulent se former, devenir officiant de cérémonie, est-ce que la SOCEM, par exemple, fait des formations? Absolument. La SOCEM fait des formations d'officiants. Donc, je les encourage tout à fait à venir rejoindre la SOCEM. Et même si on est déjà, en tout cas, expérimenté dans le domaine de la cérémonie laïque, c'est intéressant de rejoindre la SOCEM simplement pour échanger entre confrères, consoeurs, etc. Moi, en tant que responsable de branche du coup de la SOCEM, si je prends cette casquette-là, j'organise tous les mois des échanges avec les officiants et officiantes de cérémonie sur des thématiques différentes, justement. Comment on gère le son, comment là on a eu des thématiques sur le thème du Covid, etc. Toujours dans un esprit de bienveillance et puis de partage d'expérience. Voilà. D'accord. Donc la SOCEM, c'est quoi le site alors? Assocem.fr? Assocem.org. D'accord. Des consultants en mariage et ça fédère wedding planner, wedding designer, officiant de cérémonie. Super. Merci en tout cas à vous encore pour tous ces bons conseils. Merci pour ton accueil. Merci à toutes les personnes qui ont commenté aussi et posé des questions. J'espère qu'on a répondu à vos demandes. J'espère qu'on aura pu vous éclairer dans les préparatifs de votre événement. Je voulais aussi encore remercier Christelle Sabat du fond du cœur. C'est grâce à elle que tous ces lives ont lieu et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Et elle voulait aussi vous remercier pour votre donation pour l'application du Wedding Club parce que le Wedding Club a une application pour les prestataires de services. Donc, voilà, on vous remercie du fond du cœur pour votre donation. Et puis, je vais vous donner rendez-vous donc à ceux qui nous écoutent. Il me semble que c'est le 24 juin, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Le 24 juin, sur la page du Wedding Club, on va mettre la web TV du prochain prestataire à qui on aura rendu visite. Et voilà. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt. Merci d'être avec nous. Merci. À bientôt. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir.